Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, Facebook est en train de me dire que ça diffuse en direct. Par contre, je me demande si ça lag pas un peu. Donc, dites-moi si ça lag pas trop pour vous et si vous m'entendez bien, si tout se passe bien. Bonsoir Magnolia, bonsoir Morgane, bonsoir Karel. Bonsoir, installez-vous. Je vais prendre quelques minutes pour meubler, histoire d'attendre que vous vous connectiez comme on fait habituellement et que vous puissiez vous installer, prendre quelque chose à boire, à manger, un petit plaid, un chat ou deux si vous avez, et qu'on passe un petit moment ensemble, comme d'habitude, très agréable, où on va parler d'un certain nombre de sujets. Bon, alors j'ai deux thèmes en tête, hein, mais comme d'habitude, vous posez toutes les questions que vous voulez, et puis on voit où les questions nous emmènent, du coup. Alors, bonsoir Elisabeth, bonsoir Christelle, bonsoir Yannick, bonsoir Sylvie, bonsoir Pauline, bonsoir Cyrielle, Morgane, Sonia, Quentin. L'image lag un peu. Ben oui, l'image lag un peu et je sais pas trop pourquoi. Ça lag, surtout si vous m'entendez bien. Du coup, c'est très bizarre. Donc, je sais pas, peut-être je relance, j'en sais rien. Bref, on va voir. Si c'est trop pénible, je relancerai le live sur la page. Du coup, avec Facebook, c'est toujours. Voilà, il y a toujours un moment où on se demande. Et on se demande ce qui va se passer. Mais bref, l'essentiel étant que vous m'entendiez surtout, puisque me voir à la limite, ça c'est pas trop grave, mais voilà. Alors, bonsoir Lorraine, bonsoir Orchidée, bonsoir Elisabeth. Des chocolats pyrénéens, ça compte? Bah oui, bien sûr, ça compte. Ça compte. Moi, j'ai rien. Moi, j'ai qu'un pauvre chat à côté de moi qui est donc raide mort. Et j'ai un verre, mais oui, les chocolats, ça n'aurait pas été du luxe. En fait, vous avez tout à fait raison. Donc, c'est clair. Bonsoir Sylvie. Bienvenue, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. Du coup, je réfléchis dans quel ordre est-ce que je vais commencer les sujets. Du coup, bon, je vais les faire au fil de l'eau, comme ça ira bien. Alors, pour ce qui est des sujets que je voulais aborder avec vous ce soir, c'est des questions qui reviennent assez souvent. Donc, alors, l'une va être à peu près facile dans la réponse, l'autre va être un petit peu plus compliquée et pas forcément nous faire très plaisir, nous les auteurs, mais du coup, comme c'est des questions qui nous sont posées très régulièrement, je pense qu'il était important que je fasse un petit point là-dessus. Donc, dans un premier temps, on va parler ensemble du fameux dossier de soumission, c'est-à-dire du dossier que vous allez envoyer aux éditeurs lorsque vous aurez fini votre manuscrit et qu'il sera temps de l'envoyer, de vous lancer. Donc en gros, ce qu'on trouve à l'intérieur est plutôt, ce qui est important, c'est ce qu'il ne faut pas faire dans ce dossier de soumission, comme on me pose souvent la question. Donc je vais revenir dessus. Ceux qui sont connectés ce soir et qui sont des élèves de l'ICAR savent à quel point c'est une question épineuse. D'une part parce que c'est celle qui va vous permettre de décrocher ou non un contrat d'édition. Hein. Il fait la majeure partie du boulot parce qu'on va le voir, l'éditeur ne lira pas en tout premier lieu la totalité de votre manuscrit, hein, d'une part. Et d'autre part parce que on pourrait croire que c'est pas très compliqué parce qu'il n'y a pas de forme à respecter, alors qu'en réalité, il y a une forme à respecter. Et en réalité, ce dossier de soumission, il y a des pièces incontournables à l'intérieur et des pièces avec lesquelles on ne fait pas n'importe quoi. Et les étudiants d'ICAR savent que c'est super important parce qu'ils ont une leçon entière sur la question de l'une des pièces, en tout cas du synopsis, et encore une autre leçon sur la totalité du dossier de soumission. Donc en gros, il doit avoir plus de 3 ou 4 heures de cours sur le sujet pour vous dire à quel point on prend ça au sérieux et à quel point c'est important. Bah, je vous rappelle que l'ICAR, hein, en partie, a été créé par des éditeurs, hein, donc du coup, ils savent vraiment ce qui se passe et ce qu'ils attendent, donc c'est pas uniquement des auteurs là, pour le coup. Donc ça, c'est le premier sujet que je voulais aborder avec vous, qui je pense est extrêmement important. Et puis le deuxième, alors le deuxième,
qui est récurrent sur les questions qu'on nous pose, c'est la question de la protection de son manuscrit et du vol, la question du vol de son manuscrit. Alors depuis, qui est-ce qui nous a rejoint? Lova, Karel, Caroline, Emma, Elisabeth, Franck, alias Quill, Clara, Elodie. Et je crois que j'ai eu à peu près tout le monde qui s'est connecté. Donc bienvenue, installez-vous et on va traiter ces deux sujets, plus encore une fois, hein, c'est ouvert, hein, donc vous, vous me posez toutes les questions que vous voulez. Et Lily, bonsoir Lily, qui parle, c'est toujours ma passion, hein, tu parles. Bref, c'est gentil, hein, mais voilà, je pense que je saoule peut-être beaucoup. Mais bon, bref, on s'en fout, on s'en fout. Bien, alors, allons-y. Commençons par le premier sujet que je voulais aborder avec vous, à savoir le dossier de soumission. Alors le dossier de soumission, c'est un mot un peu générique que on emploie, alors que ce soit les éditeurs ou que ce soit certains auteurs, mais ça peut prendre d'un bien autre mot, hein. Il n'y a pas une définition dans le dictionnaire où on dirait dossier de soumission, c'est les manuscrits qu'on envoie aux éditeurs. Bref, pour faire simple, le dossier de soumission, c'est le mail que tu envoies aux éditeurs avec ton manuscrit. Pourquoi on appelle ça un dossier de soumission? Pourquoi j'appelle ça un dossier de soumission? C'est parce qu'en fait, à l'intérieur, il va y avoir plusieurs pièces. En fait, c'est pas juste un mail, coucou éditeur, je kiffe ce que tu fais, ou pas, mais ton nom est sorti de ma liste de recherche, et je t'envoie un manuscrit et j'espère que tu vas me le publier, bisous bisous, kiss kiss, et puis de cupcake. Donc c'est pas uniquement le mail que, cela dit en tant qu'éditeur j'adorerais recevoir ce genre de mail, mais c'est pas uniquement le mail plus le manuscrit. Dans le dossier de soumission, et encore une fois, même si les maisons d'édition ne font pas une liste des pièces qu'elles veulent quand on leur envoie un manuscrit, en réalité, si on veut mettre toutes les chances de son côté, il y a plusieurs pièces. Donc la pièce qui est incontournable et obligatoire dans ce dossier-là, outre le manuscrit, parce que bien sûr vous êtes obligé d'envoyer le manuscrit hein, si vous voulez signer évidemment, c'est le fameux synopsis. Du coup, le fameux synopsis, et puis ce qu'on appelle, alors ce que moi j'appelle la fiche produit. Alors la fiche produit, je vous dirai ce que c'est, ça peut s'appeler de toute autre façon. Chaque éditeur l'appelle différemment, enfin bon bref, moi je l'appelle fiche description de produit, parce que comme vous allez voir, c'est une fiche qui va en gros parler marketing avec l'éditeur. Et du coup, bah, c'est comme si j'étais en train de faire la description de la machine à laver que je veux vendre, et je vous explique ce que la machine à laver, elle va vous apporter. Et je vous donne les avantages de la machine, de ce modèle-là de machine à laver. Donc du coup, c'est bien la description d'une fiche produit, sauf que votre produit, bah, c'est un robot. Alors avant de rentrer dans le détail, je rappelle que quand vous envoyez votre manuscrit à un éditeur, tous les jours, les éditeurs reçoivent des dizaines et des dizaines de manuscrits. Et je suis même en dessous, je pense, concernant certaines maisons d'édition qui qui ont un petit peu pignon sur rue, qui ont fait un petit peu l'actualité, qui ont fait le buzz sur Internet. Je fais une digression. Si vous ne connaissez pas en tant que lecteur la très grosse, enfin je dis grosse blogueuse parce que elle a un gros compte, elle est à 20 000 followers sur YouTube, ce qui pour une booktubeuse est plutôt beau, une booktubeuse française. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle pèse sur le paysage des booktubeurs. Et elle pratique pas de langue de bois, elle fait vraiment des analyses qui sont sympas, et elle s'appelle Pikiti. Et elle est sur Instagram aussi. Et elle a fait un live il y a quelques jours, je pense qu'il est toujours en replay, où elle expliquait un peu certaines techniques des nouvelles maisons d'édition, particulièrement en young adult et en fantasy, qui étaient hyper intéressantes pour nous les auteurs. Et certaines maisons d'édition qui avaient peu de moyens, parce que ça faisait que quelques années qu'ils étaient sur le marché, et qu'ils n'avaient pas les moyens de Brajlon et équivalents, hein, donc pour pouvoir faire des sponsorisations de réseau, et qui ont imité ce qui se passe sur la beauty sphere, etc. C'est-à-dire actionner les influenceurs. Et actionner les influenceurs
de livres, donc les bookstagrammeurs, les booktubeurs, etc. Et inondent de services presse les influenceurs et on fait le buzz de cette façon-là. Il y a des maisons d'édition qui du coup n'ont que 2-3 ans d'existence et que l'on voit partout. Et donc du coup, clairement ces maisons d'édition qui ont été mises en avant et qui jouissent d'une publicité du côté des influenceurs, clairement ceux-là, ils reçoivent beaucoup de manuscrits. Alors je vois que Sylvie, tu me dis que Actes Sud reçoit en moyenne 500 manuscrits par mois. Voilà, donc typiquement, alors je n'ose pas imaginer les différentes branches de Albin Michel, mais alors ça doit être équivalent, on est bien d'accord. Donc, vous avez bien compris que même si l'éditeur fonctionne avec ce qu'on appelle des comités de lecture, c'est-à-dire des personnes en freelance dont le travail par rapport aux critères de sélection donnés par la maison d'édition. Bah, par exemple, nous, on recherche des thrillers plutôt contemporains, des thrillers plutôt scientifiques, psychologiques. Nous, on recherche de la romance contemporaine ou de la dark romance. Bon, voilà, hein, ils en discutent avec ces personnes-là. Sont chargés de lire les manuscrits et de créer une fiche de lecture. Et la fiche de lecture, c'est une fiche produit, hein, c'est-à-dire la fiche de lecture, en gros, la personne va mettre en avant les avantages et les inconvénients de ce manuscrit-là et en quoi pour cette comité de lecture-là, ce serait intéressant et publiable par l'éditeur que par ailleurs ils connaissent bien. Bref, vous l'avez compris, il faut un travail de filtre. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des freelances, donc des gens qui ne travaillent pas forcément exclusivement pour cette maison d'édition, et en tout état de cause, c'est pas l'éditeur, c'est pas non plus votre éditeur ou éditrice qui travaillera avec vous sur votre roman quand celui-ci sera édité, et c'est surtout pas la personne qui va vous recevoir le mail, qui est celle qui va vous faire signer le contrat. Bref, l'éditeur, et quand je parle d'éditeur, c'est pas le grand patron d'Actes Sud, hein, c'est les directeurs éditoriaux, hein, c'est-à-dire les gens qui sont à la tête de chaînes éditoriales et du coup, par exemple, Actes Sud, vous avez, je sais pas moi, une ligne éditoriale qui est sur les thrillers gore, vous avez une autre qui est sur les grands enquêteurs, et ils ont une ligne grands enquêteurs. Bref, à la tête de ça, vous avez ce qu'on appelle un directeur éditorial. Et ce directeur éditorial a sous lui une flopée d'éditeurs qui chacun ont un portefeuille d'auteurs avec lequel il travaille et bien sûr avec lequel il met en relation des correcteurs. Donc voilà comment est-ce que ça se passe dans la hiérarchie. Donc vous, quand toi tu envoies ton manuscrit à Actes Sud, le fait que tu spécifies, moi c'est un thriller gore, par exemple, ou c'est un polar avec une figure d'enquêteur. Donc du coup, je l'envoie dans la ligne éditoriale des grands enquêteurs, dans la collection éditoriale des grands enquêteurs. Donc celui qui chapeaute sera le directeur éditorial, c'est avec lui que vous allez signer le contrat éventuellement, mais c'est clairement pas lui, ni même ses adjoints qui vont lire le manuscrit. Mais ils n'ont pas le temps, 500 manuscrits, c'est juste pas possible, ça peut pas se faire. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ils externalisent, parce que ça revient bien moins cher, bien entendu, ils externalisent et ils font ce premier tri. Mais les comités de lecture, tu crois pas qu'ils vont se taper 500 manuscrits? Non plus. Donc, ceux qui travaillent dans le comité de lecture, qu'est-ce qu'ils vont d'abord faire? Ils vont d'abord commencer par regarder les pièces qui accompagnent le manuscrit, parce que ils ne vont pas se jeter sur la lecture du manuscrit. Ils vont d'abord faire un premier élagage pour virer tout ce qui, pour eux, n'intéresse pas la ligne éditoriale de celui pour lequel il travaille, c'est-à-dire l'éditeur. Ce qui veut donc dire qu'en fait, quand vous allez préparer vos pièces qui composent le dossier de soumission, il ne faut pas que tu te dises, bon, comment je résume mon roman et comment je lui explique à quel point il est cool et il est bien mon roman, parce que évidemment, on ne s'attend pas à ce que tu lui dises au comité de lecture, bon, écoute, pardon, excuse-moi, je te file mon roman, mais en fait, il est nul. Bien sûr, tout le monde va dire que son roman, il est bien, heureusement, d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est que tu parles le même langage marketing que la personne à qui tu envoies ce dossier de soumission. Et la personne à qui tu envoies ce dossier de soumission, c'est quelqu'un qui travaille pour un éditeur et qui donc est en recherche du prochain livre qui va les intéresser au niveau de la publication. Et donc c'est ça qu'il faut mettre en avant lorsque tu fais une pièce. Résultat des courses, le fait de savoir ça, le fait de savoir que ton dossier de soumission, il doit intéresser
pensé commercialement, d'un point de vue marketing, d'un point de vue de l'histoire, d'un point de vue de la ligne éditoriale, etc., il doit intéresser l'éditeur. Et donc, le fait de savoir ça, ça va connoter et colorer la façon dont tu vas rédiger ton synopsis, la façon dont tu vas rédiger ta fiche produit, c'est-à-dire la lettre qui va accompagner ton synopsis. Et ça, c'est hyper important de le savoir encore trop souvent, parce que moi j'envoie des dossiers de soumission des auteurs qui envoient des synopsis, encore une fois, parce que je suis en lien avec plein d'éditeurs et que je leur pose des questions. Et donc, encore trop souvent, on se trouve face à des auteurs qui se contentent uniquement de dire j'ai eu une super idée, elle me tient à cœur parce qu'elle remonte à mon enfance, parce qu'elle signifie quelque chose pour moi, et je suis trop contente de vous soumettre mon manuscrit et je suis sûre qu'il va vous plaire. Mais en fait, ça, on s'en fout. En tant qu'éditeur, je m'en fous que cette histoire, elle te passionne depuis que tu as 10 ans ou que tu es en train de me raconter la vie de ta grand-mère parce que ta grand-mère, elle a tellement compté pour toi ou parce que mais ça, je m'en fous en fait de tes motivations. C'est très bien pour toi, mais moi, je suis une entreprise en fait. Donc du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce roman, il colle à mes besoins et mes besoins, c'est ce que j'ai défini dans ma ligne éditoriale. Donc j'ai besoin que tu parles ce langage-là. J'ai besoin que tu m'expliques ce que je vais trouver d'intéressant, commercialement parlant, dans ton roman. Et donc, quand vous rédigez, que ce soit le synopsis ou que ce soit la description de fiche produit, il faut que vous jouiez un rôle, en fait, et que vous disiez, bon, alors, imagine qu'en face de moi, j'ai un commercial de chez Albin Michel, de chez Calman Levy, de chez Brajlon, de chez Actes Sud. Donc, le commercial, aucune chance qu'il lise jamais mon roman, parce que les commerciaux, ils lisent jamais les romans, faut pas rêver, pour le coup, ils vous écoutent à peine. Donc voilà. Donc comment est-ce que je lui présente mon roman pour que du coup, lui, après, il aille voir le distributeur et les libraires en disant aux distributeurs et aux libraires, oh, j'ai un super nouveau thriller, il est génial, il va t'intéresser, mets-le en tête de gondole, distribue-le, fais une opération dessus, parce que c'est ça, ça et ça. Voilà. Et quand vous avez compris ça, vous ne pouvez pas vous planter quand vous rédigez votre dossier de soumission. Mais il ne faut pas se tromper d'exercice. Le dossier de soumission, c'est pas uniquement je fais mon joli petit résumé de roman bien tout comme il faut, voilà, et je dis bonjour éditeur, je suis contente de t'envoyer mon dossier de soumission, bien cordialement, passe une bonne journée, je t'adore, bisous bisous, et c'est pas du tout ça. Il y a une stratégie marketing derrière, et qui est une stratégie commercial. Alors ça, bien sûr, l'éditeur, il vous le dira jamais, il n'y a aucun intérêt à vous le dire, vous vous débrouillez, c'est pas son job de vous former, on est bien d'accord. Mais maintenant, vous le savez, je le dis suffisamment longtemps, même si vous ne suivez pas la formation de devenir écrivain, où là, de toute façon, vous êtes du clé en main, donc en plus, on vous corrige votre synopsis et votre dossier. Mais si vous ne suivez pas la formation, moi, je le dis régulièrement et j'en reparle chaque fois que je fais une masterclass. Je fais tout le temps la même masterclass avant d'ouvrir la prochaine session et j'en parle énormément de ce dossier de soumission. Donc maintenant, vous le savez. Et du coup, vous ne pouvez plus commettre d'erreurs. Alors, la première pièce traditionnelle du dossier de soumission, c'est le synopsis. Alors là, le synopsis. Alors, disclaimer sur le synopsis. Ce que je vais vous raconter, c'est ma méthode. Voilà, c'est celle qu'on a inventée à l'ICAR, du coup. C'est la méthode qui est utilisée par bon nombre d'auteurs, qui est plébiscitée par bon nombre d'éditeurs. Ce que j'ai inventé, ce qu'on a inventé à l'ICAR, c'est pas révolutionnaire du tout. Il y a plein d'autres auteurs qui ont publié des livres et qui racontent exactement la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que la méthode que je vous propose, c'est la nôtre. Donc, si vous en trouvez une meilleure qui vous convient, c'est très bien. Par contre, je vais, pour une fois n'est pas coutume, je vais vraiment plaider pour notre cause parce que je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire sur les synopsis. Et j'ai vu passer encore assez récemment sur Internet des gens qui donnaient des conseils sur les synopsis qui, moi, à mon avis, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans un synopsis. Donc, du coup, je vais paraître un peu brutal sur cette technique-là, mais encore une fois, pour le coup, encore une fois, sois libre d'appliquer la méthode que tu veux, et peu importe la méthode que tu appliques, l'essentiel c'est que tu aies une méthode. Donc après, tu fais comme tu veux, mais trouve une méthode. C'est juste que moi, je pense qu'il y a des méthodes qui sont meilleures que les autres, et du coup, il y a des méthodes qui sont très casse-gueule. Alors,
typiquement, la méthode que j'ai vue passer encore il y a assez peu de temps sur certains blogs, voilà, et moi je pense que c'est le pire des trucs qu'il faut faire en exercice, mais ça n'engage que moi, encore une fois, ça n'engage que moi, et ma parole vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire celle d'une conférencière et d'une formatrice, hein, pas plus ni moins, et d'une autrice, hein, donc c'est tout, hein, donc je n'ai pas du tout parole d'évangile, donc c'est disclaimer mis en place. Ce qui était conseillé, c'était de faire mécaniquement le résumé de votre livre. C'est-à-dire de prendre chapitre par chapitre et de résumer chaque chapitre. Et donc, du coup, arriver à la fin de chaque résumé de chaque chapitre, d'agglomérer tous ces petits résumés en un gros résumé. Donc, en gros, tu résumes le chapitre 1 en une phrase, le chapitre 2 en deux, le chapitre 3 en une phrase, le chapitre 4 en une. Bref, tu arrives à la fin à peu près à 2 pages de résumé de chapitres, et puis tu mets ça en forme et ça fait le synopsis. Je pense que c'est la pire des conneries, et pour une fois, je ne mâche pas mes mots, enfin cela dit, je ne mâche jamais mes mots, mais enfin bon bref, tu m'as compris. Je pense que c'est le pire des résumés. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, ça a l'air de dire que tous tes chapitres se valent. Et c'est faux, parce que du coup, on a compris maintenant que ce qui fait un bon roman, c'est un roman qui gère les enjeux et qui gère la tension. Donc forcément que tu vas avoir des chapitres ultra importants, des chapitres de ce que j'appelle moi des chapitres de pivot, c'est-à-dire où il va y arriver, où il va y avoir une révélation qui va bouleverser le paradigme de ta relation. Et puis tu as des chapitres qui sont des chapitres un peu plus posés, un peu plus où on rentre dans la psychologie des personnages. Ils sont aussi importants, on est d'accord, il n'y a pas de chapitre moins important que d'autres, c'est pas ça. Mais tu as des chapitres qui sont plus, qui ont un aspect plus crucial que d'autres chapitres. Et le fait de tout résumer mécaniquement, t'arrives à la fin, c'est encéphalogramme plat. Et moi, je ne fais pas la différence en tant que lecteur de ton synopsis. Je ne fais pas la différence entre ce qui est de la tension, ce qui est du suspense, ce qui est ultra important, ce qui est du pivot, et ce qui est du blabla et du contexte. Et le contexte, il est hyper important, c'est pas ce que je veux dire. Mais il faut à un moment qu'on ait cette sensation de pic, d'ascenseur émotionnel. Sinon, on se fait chier, clairement. Et quand je lis un synopsis où tout est mis sur le même pied, et on ne sait pas ce qui est vraiment important, c'est pas à moi, lecteur, à me dire, ouh, là, sur cette partie-là, il y a un potentiel de cliff, il y a un potentiel de suspense, il y a un potentiel, c'est pas à moi de faire ce travail-là en fait, c'est à toi qui rédige ton synopsis de mettre en scène. Et il n'y a pas de raison que dans ton roman, tu aies fait de la mise en scène, autour de cliffs, autour de révélations, autour de chapitres posés, de chapitres de description, de chapitres de tout ça où tu prends un peu plus de ton temps. Tu peux pas faire cet effort-là d'ascenseur émotionnel dans ton roman et puis pas du tout le faire dans ton synopsis. Je rappelle encore une fois que le comité de lecture ne lira pas ton livre si le synopsis ne l'accroche pas. Tu vois à quel point il est important le synopsis? Si tu te foires sur le synopsis, on ne lira pas ton livre. On n'a pas le temps, en fait. Le comité de lecture, il n'a pas le temps. Donc, ce serait quand même dommage, pour ne pas dire clairement con, de passer sous silence les qualités de ton roman, la gestion de ton suspense, de la surprise, etc., et que ça se retrouve pas sur le synopsis. Le synopsis, ce n'est pas qu'un résumé mécanique, je vais même aller plus loin, c'est pas un résumé mécanique de ton roman, c'est une synthèse de ton roman. C'est ça, c'est l'extraction, l'essence, la substance résiduelle de ton roman. Donc c'est pas le résumé mécanique, hein. C'est pas en céphalogramme plat de allez, scène numéro 1, scène numéro 2. Alors, après une enquête, le héros fait ci. Le héros rencontre un personnage déterminant qui lui révèle. Après cette nouvelle révélation, le héros rencontre. Non, mais c'est pas ça en fait, un synopsis. Tu te rends bien compte qu'en lisant ça, on se fait chier, du coup. Donc c'est pour ça que moi je pense que faire un résumé mécanique chapitre par chapitre, c'est le pire exercice, la pire méthode pour faire un synopsis. C'est la garantie d'un synopsis chiant à mourir, à mon avis. Et encore une fois, ça n'engage que moi. Si ça fonctionne pour toi, si tu as signé un contrat avec ce type de technique et de synopsis, encore une fois, ne change rien. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, moi, à mon avis, il faut d'abord que tu te demandes
quels sont les grands temps forts de mon roman? 3-4, pas plus. Après, tu gaves tu tues tes temps forts. Hein. S'il y en a trop, trop de pivots, trop de temps forts, tue le temps fort. Hein. Voilà. Tu identifies ça. Une fois que tu as listé ces 3-4 grands temps forts, tu listes tes grands rebondissements, vraiment les trucs incontournables de ton roman, qui transforment le héros, voilà. Et une fois que tu as hiérarchisé tes 3-4 grands bouleversements et les quelques scènes derrière qui sont incontournables, tu pars de ça et de ça, tu crées un synopsis. Tu résumes pas, tu parles de l'essence de ton intention littéraire et après tu la développes pour créer un synopsis. Pourquoi est-ce que c'est plus facile dans ce sens-là? C'est parce que quand tu réduis, tu appauvris ton style. Forcément, puisque tu enlèves des mots. Du coup, tu résumes, tu enlèves des mots. Donc forcément, tes phrases, elles sont plus pauvres, hein, évidemment. Tu pars de ça et ça doit rentrer dans ça. Alors forcément, ça va être plus sujet d'un complément, hein, tu y vas. Alors que si tu pars d'un ultra résumé de genre 4-5 phrases et que de ça, tu habilles le truc, tu le densifies, alors ton synopsis, là du coup, il devient intéressant d'un point de vue stylistique. Donc c'est en ça que c'est une technique qui est plus utile. Alors, moi, à mon avis, qui est plus efficace. Pour du coup rendre le synopsis, pas juste le résumé bête et aride et triste à mourir, mais que tu en fasses 2 pages où on s'éclate. Et peu importe que tu racontes pas tout, encore une fois, l'éditeur, c'est un professionnel, il sait bien qu'il n'a pas tout dans le synopsis. Moi, des fois, je vois passer des synopsis où c'est une succession de le héros fait ci, il rencontre ça, il fait ça, il a cette révélation. Et des fois, j'ai envie de lui dire, mais me raconte pas tout, on s'en fout, je vais le découvrir dans le roman, donne-moi l'essentiel. Amuse-moi, tiens-moi en haleine avec l'essentiel. J'ai pas besoin de savoir qu'il rencontre 15 personnes. Les 15 personnes, je vais les avoir dans le roman. J'ai pas besoin de savoir qu'à côté de son enquête, il va tomber amoureux 3 fois et il va coucher avec. On s'en fout de ça. C'est pas ça qui est essentiel. Enfin, sauf si au moment de coucher avec le personnage, il se fait tuer ou qu'il a une révélation. Donc là, oui, c'est important. Mais j'ai pas besoin. L'écueil, c'est de se dire plus je vais en mettre dans le synopsis et plus l'éditeur va comprendre à quel point mon roman, il est dense et original. Mais en fait, il s'en doute. On passe de 2 pages à 300 pages, mettons, par exemple. Il se doute bien qu'il n'y a pas tout dans le synopsis. C'est pas le but de l'exercice, en fait. Donc, il se doute bien que si tu me mets pas tout et que tu me mets que quelques révélations et que tu habilles ça, tu gères la tension, etc., etc., il se doute bien que la suite, il va l'avoir dans le roman. On est d'accord? Donc voilà. Hein. Et alors du coup, ne te mets pas la pression en te disant oh, faut tout que je mette. Oh là là, ça aussi c'est important. Oh là là, mais ça aussi c'est important, faut que je le mette parce que sinon. Non, 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 non. Hiérarchise. Encore une fois, l'éditeur, le comité de lecture, il sait que le synopsis c'est qu'une synthèse. Donc vraiment une synthèse. Donc bien sûr que s'il n'y a pas tout dans le synopsis et qu'il y a 3-4 bouleversements et c'est tout, il se doute bien qu'il y a tout l'habillage. Alors, Rebecca, elle me dit 2 pages de synopsis. Oui, alors pour ceux qui fonctionnent avec des logiciels type Scrivener, 1200 mots, pas plus. Et 1200 mots, c'est le grand maximum. 1200 mots, ça fait 2 pages Word. Ça fait 2 pages Word en Times New Roman 11. J'allais dire à la louche, mais allez, je l'ai dit une fois. Ils en ont marre, mes élèves de l'ICA, parce que je leur dis tout le temps à la louche. Mais parce que vous comprenez que ce n'est pas une valeur mathématique. Mais si vous voulez une valeur maximale mathématique, alors je vous la donne, c'est pas plus de 1200 mots. Et si vous pouvez faire un tout petit peu moins, c'est mieux. Mais 1200 mots, ça correspond à 2 pages Word. Hein, voilà. Maximum. Donc, tu vois que tu ne vas pas pouvoir en mettre des caisses hein, sur 2 pages. Surtout si je ne veux pas avoir l'impression de... Et ce qui est hyper important aussi dans ton synopsis, c'est vraiment mettre des transitions entre les actions du héros ou de l'héroïne hein, et les révélations. Hein. Si tu me colles, machin est à Paris et il découvre ça, 2 mois plus tard il est là et il se passe. Moi, il faut que j'ai un liant, il faut que je comprenne l'intrigue. Et encore une fois, ça c'est plus facile de le faire quand tu pars d'une ultra synthèse avec les 3-4 rebondissements majeurs, les 3-4 grands pivots majeurs et qu'après tu gonfles. Voilà, tu bâtis ton synopsis, plutôt que de vouloir faire rentrer 150 000 mots en 1200,
et où là, c'est une succession à la liste de courses, là. Allez hop, A, B, C, D, et c'est parti, hein, faut y aller, hein, parce qu'on a que 1200 mots, alors faut y aller, hein. Donc, euh, donc voilà, et c'est dans ce sens-là. Donc c'est hyper important que tu comprennes ce que n'est pas un synopsis. Et le synopsis, eh ben, il doit être sexy. C'est toujours pareil, hein. C'est comme quand, si tu es auto-édité, tu vas travailler sur la quatrième de couverture. La quatrième de couverture, c'est pas un résumé, hein. La quatrième de couverture, c'est un teaser de film. Voilà, tu dois donner envie. Tu révèles pas tout, tu mets en scène. Donc le synopsis, il doit être sexy. Voilà. Alors après, la grande question qu'on me pose toujours sur le synopsis, c'est est-ce que on met la fin ou pas? Surtout que certains auteurs, ils ont des scrupules parce que du coup, ils disent ouais, mais moi, c'est un thriller ou c'est un polar. Donc du coup, tout l'enjeu de mon livre, c'est la révélation de fin. Du coup, l'effet waouh de l'intrigue et du méchant qui sort, etc. Donc du coup, si je lui mets dans le synopsis, il va perdre du coup l'intérêt de lire le livre. Encore une fois, vous ne vous adressez pas à des lecteurs, vous vous adressez à des professionnels. Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit, il y a l'école des éditeurs qui disent moi, ça ne me dérange pas qu'on ne me donne pas la fin. On me fait comprendre comment ça va se terminer, on est d'accord, hein, on m'en donne quand même un petit peu, parce que sinon je vais avoir du mal à juger l'intérêt de ce roman et que je ne vais pas me taper la lecture du livre, hein, clairement. Et puis on a d'autres éditeurs qui disent non mais moi je suis un pro, hein, je suis pas là pour enfiler des perles, donc ils me donnent la fin. Et si la fin dans le synopsis me paraît déjà bien chiadée, je vais d'autant plus vouloir lire le livre parce que je vais me dire ouh, c'est futé dans le synopsis. Donc si c'est futé dans le synopsis, ça va être futé dans le livre. Donc voilà, encore une fois, tu t'adresses pas à un lecteur, hein, donc tu t'adresses à un professionnel. Donc voilà. Du coup, il y a les deux écoles. Voilà. Pour ce qui est de l'ICAR, Dimitri Pavlovski, qui est le patron de L'Homme sans nom, lui, il aime bien un petit peu de suspense à la fin. Voilà. J'ai connu d'autres éditeurs qui n'aimaient pas du tout. Donc lui qui voulait savoir ce qu'ils achetaient, donc avant de lire le roman. Donc voilà, il y a les deux. Quoi qu'il arrive, si tu laisses du suspense à la fin de ton synopsis, tu en laisses un peu. D'accord? Pour qu'on puisse quand même se douter de comment ça va se terminer, hein. Pas, tu coupes pas en plein milieu, voilà, un petit peu, juste un tout petit peu, tu vois. Voilà. Donc pour la fin. Donc là, il y a deux écoles, donc je te laisse les deux écoles parce que les deux passent. Bon. Moi, je préfère qu'on me donne la fin, du coup, mais voilà, certains éditeurs préfèrent pas, donc c'est vraiment toi qui vois. Et il y a une dernière chose que je veux dire sur le temps. Alors, il n'y a pas de règle, encore une fois, rien n'est gravé dans le marbre, hein, mais si je dois donner un conseil, présent de l'indicatif, hein. Encore une fois, présent de l'indicatif, ça crée une instantanéité. Vous les connaissez, les valeurs du temps. Les élèves de l'ICAR, ils ont eu tout un live hein, d'1h30 sur les valeurs du temps. Qu'est-ce qui se cache derrière la valeur de l'imparfait, de l'indicatif du présent de l'indicatif, etc., c'est essentiel. Bon, clairement, dans un synopsis, raccourcis la distance entre le lecteur, éditeur, du coup, et puis toi. Et pour ça, il n'y a qu'un seul temps qui crée cette instantanéité, c'est le présent de l'indicatif. Et on est bien d'accord que quel que soit le temps que tu utilises dans le synopsis, ça révèle en rien le temps que tu utiliseras dans ton roman. C'est-à-dire que si dans ton roman, tu fais tout à l'imparfait, tu peux faire le synopsis au présent, il n'y a pas de problème, hein. J'ai même lu des synopsis qui étaient donc pour des romans qui étaient écrits à la troisième personne et le synopsis est fait à la première. C'est tout à fait possible, hein, complètement. Complètement. Donc, il n'y a pas de. Le synopsis, c'est pas la photographie stricte du style que tu as dans ton roman, hein. Encore une fois, il y a une mise en scène, hein. Il y a une mise en scène. Alors, Magnolia, il nous avait manqué à la bouche. Il m'a échappé, mais vraiment, hein, je me concentre, hein. À chaque fois, je me concentre. Voilà. Alors, Cécile, synopsis que j'ai fait aujourd'hui fait moins de 900 mots. Du coup, cette règle des 1200 mots m'a fait paniquer. Non, non, 1200 mots, c'est la limite haute, Cécile. Je donne une limite haute. Mais les valeurs que je donne, c'est pour ça que je dis toujours à la louche, les valeurs que je donne, c'est pas algébrique, il y a rien dans le. On est de l'art, hein, on est des écrivains quand même, hein, donc on n'est pas des scientifiques, des physiciens, on n'est pas dans l'équation et dans le. Tu vois? Donc c'est vraiment la limite supérieure, c'est-à-dire au-delà de 1200 mots, non, ça commence à être lourd. Du coup. Mais 900 s'il y a tout et si c'est bon, c'est nickel, hein, nickel, Cécile, hein. Sans problème. C'est juste que je donne une limite. Vraiment, votre limite, c'est 1200 mots.
Voilà, pas au-delà. Pas au-delà. Si c'est au-delà, t'en mets trop, clairement. Christelle, c'est à nous de l'écrire aussi ou c'est l'éditeur qui le choisit, la quatrième de couverture? Non, c'est l'éditeur qui va rédiger enfin, c'est pas lui d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle enfin, tu as le directeur éditorial qui gère la collection et puis tu as des éditeurs qui, eux, c'est eux qui vont travailler sur la quatrième de couverture qui passe en comité et en réunion éditoriale, hein, du coup, qui est validée par toute l'équipe éditoriale en général. Par contre, si tu te décides à être auto-édité, c'est toi qui feras la quatrième de couverture, du coup. Alors parfois, quand tu es dans des moyennes maisons d'édition et petites maisons d'édition, si tu kiffes de rédiger la quatrième de couverture ou que soit que tu trouves que la quatrième de couverture qui t'est proposée, elle n'est pas GG, tu peux demander à cet éditeur de rédiger toi-même la quatrième de couverture. Ça n'arrive jamais avec les grosses maisons d'édition. Jamais. Mais pour les petites et moyennes maisons d'édition, tu peux. Moi, par exemple, avec MXM, je l'ai fait. MXM, j'ai fait ma quatrième de couverture sur l'Évangile selon Juliette et j'ai fait la quatrième de couverture pour tous mes polars avec Dimitri Pavlovski parce que du coup c'était convenu, hein. Encore une fois, tu as une relation un peu différente avec des moyennes maisons d'édition hein, ou des petites. Hein. La relation elle est complètement différente. Hein. Du coup, tu peux avoir une vraie collaboration avec eux et artistiquement, tu peux intervenir dans tous les processus de création du livre, ce qui n'est absolument pas le cas avec des géants. Hein. HarperCollins, bon, ils sont gentils, ils m'envoient un petit mail en disant on te soumet la couverture, on est tellement content de la couverture, c'est génial, etc. Blablabla. Si tu veux faire quelques modifs, fais quelques modifs. En réalité, on comprend entre les lignes que les modifs, elles vont être à la marge. Hein. Voilà, très clairement. Mais parce que c'est des grosses structures. Mon éditeur allemand, c'est pareil. Hein, c'est un gros éditeur. Enfin, voilà. Hein, c'est le... vous vous rappelez, enfin, peut-être pas, mais je vous encourage à y aller, mon épisode de podcast sur est-ce qu'il vaut mieux signer avec une grosse maison d'édition ou une petite maison d'édition, les avantages et les inconvénients de l'une et de l'autre? Voilà, on n'a pas la même relation avec les deux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Chacune apporte des choses ultra intéressantes et chacune ne peut t'apporter certaines choses. Voilà, à toi de voir ce que tu préfères, ce que tu mets en avant, quelles sont les qualités non négociables que tu mets en avant et c'est ce qui répondra à cette question-là. Est-ce que je signe avec une grosse maison ou est-ce que je signe avec une petite maison d'édition? Encore une fois, hein, les deux se valent. Mais bon, bref, tout ça pour te dire que si tu signes avec Hachette, avec Harper, avec Hugo, avec Actes Sud, etc., non, on ne te consultera pas ni pour la quatrième de couve, très probablement pas non plus pour le titre, et pour la couverture, pas trop non plus. Mais après, hein, c'est des grosses structures qui ont l'habitude, donc il faut leur faire confiance, hein, ils connaissent très bien leur lectorat. Donc du coup, s'ils prennent ces décisions-là en matière de titre, de quatrième de couverture et de couverture, ils savent très bien ce qu'ils font. Leur intérêt, c'est de te vendre, hein, parce que s'ils ne te vendent pas, bah, ils récupèrent pas leur argent d'avaloir, hein, donc ils y ont tout intérêt. Donc il vaut mieux que tu laisses faire, ils savent faire, quoi, ce que je veux dire. Enfin, ils savent faire. Je dis ça et en même temps, tout le temps, on a des choses qui passent et on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, mais qu'est-ce qu'ils ont fait. Bon, parce que derrière, il y a des êtres humains, donc l'erreur est possible. Mais non, des fois, il y a des grosses maisons d'édition, on se demande. Donc voilà. Alors, nanana, je regarde les questions. Cécile, oui, c'est la limite haute, mais d'habitude, j'ai du mal à respecter les limites de mots. Oui, mais la limite haute, mais c'est bien, Cécile. Hein, non, bouge pas, bouge pas. C'est très bien. 900 mots, tu vas droit au but, c'est très bien. Clara, j'arrive à la bourre, zut, il y a des replays pour les lives. Alors oui, sur Facebook, tu trouves le replay, hein, il n'y a pas de souci. Et puis, il y en a d'autres sur YouTube. Bon, j'ai dit à Johanna Vogel, hein, mon associée sur l'ICAR, que c'était peut-être pas la peine de mettre les replays sur YouTube, parce que pour ceux qui arrivent sur YouTube et qui savent pas forcément ce que c'est qu'un replay, c'est un peu inaudible. Par contre, on va complètement modifier la chaîne YouTube, puisque à partir du début d'année, je vais doubler les podcasts de petites leçons sous forme de vidéos. Et du coup des vidéos courtes hein, de 10 minutes, d'une dizaine de minutes, qui du coup doubleront les podcasts. Alors sur d'autres sujets, hein, d'une autre façon, je l'enseignerai d'une autre façon, je le présenterai d'une autre façon, mais on aura des vidéos YouTube en plus, puisqu'il nous a été demandé des vidéos YouTube. Certaines personnes sont plus
vidéo que podcast, donc, ou qui apprécient les deux. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait développer les deux. Donc à partir du début d'année, la chaîne YouTube se toilette de plein de vidéos. Et Johanna Vogel, d'ailleurs, elle fera des vidéos aussi, hein, donc, qui seront intéressantes parce qu'elle touche la motivation des auteurs, le coaching des auteurs, comment être plus efficace pour l'écriture. Donc du coup, ça va être cool ça. Je suis fan de ma propre équipe, mais tout va bien. Alors, Elisabeth, et la limite basse, un synopsis court. Alors, le problème, c'est que si c'est trop court, c'est de la fiche produit, ça. C'est-à-dire que si tu es sur un paragraphe, attendez, je suis en train de regarder, je regarde, ça fait combien de mots? Ouais, en dessous de 300 mots, c'est qu'un gros paragraphe, hein. Donc ça, tu me le mets dans ta fiche de description de produit, c'est pas considéré comme un synopsis, hein. Donc voilà, donc quand même, ouais, 800 mots, ouais, 700-800 mots, c'est la limite, je pense, hein, quand même. Parce qu'après, c'est vraiment trop résumé. Donc je dirais 700 mots, peut-être, en limite basse. En limite basse. Alors Clara, bonsoir, du coup je suis mal posée. Non. Du coup, je ne sais pas si les questions ont déjà été posées. Si oui, je regarderai le replay. Une maison d'édition qui me tente demande une présentation des personnages. Qu'est-ce qu'on doit dire? Quels personnages on doit présenter? Seulement les principaux ou secondaires? Comme j'écris de la romance, je me demande si je dois aussi présenter les personnages secondaires. Alors Clara, fiche de description de personnage, tu reprends notre fiche produit. Tu reprends notre fiche de personnage sur l'ICAR et tu en fais un résumé. C'est-à-dire que tu prends quelques mots sur l'état civil et surtout tu résumes son histoire, mais tu me la résumes en quelques phrases. Du coup, ce que tu as fait sur la fiche de personnage, normalement tu l'as fait. Donc tu me le résumes en quelques phrases. Tu me résumes ses qualités, ses défauts et surtout tu me mets, parce que ça c'est hyper apprécié par les éditeurs, hein, et peu d'auteurs le font, tu me mets l'évolution du personnage, sa leçon de vie, ce qu'il apprend au cours de ton roman, tu vois. Donc la situation au début, et puis qu'est-ce qu'il va apprendre du livre. Voilà. Et tu en fais une page, à peu près. Et je te conseille, si c'est de la romance, je te conseille de le faire sur ton héroïne. Je suppose que tu l'as fait du point de vue de l'héroïne. Le héros, avec qui elle va terminer. Je suppose que c'est une romance MF, du coup, parce que MM, tu peux, mais ce sera MXM. FF, laisse tomber. La mort dans l'âme, laisse tomber. Donc voilà, mets les deux. Et si tu as un personnage secondaire vraiment ultra important pour l'histoire d'amour tu vois, soit qui va favoriser l'histoire d'amour, soit qui va mettre des bâtons dans les roues de l'histoire d'amour, et ben tu me mets celle-là. 3, pas plus. Pas plus. Pas plus. Karel, comment tu différencies le synopsis et le pitch? Pour toi, c'est similaire ou non? Ah, la fameuse grande question du pitch et du synopsis. Bon, alors, petite histoire. Le synopsis, c'est un vocabulaire qui est un vocabulaire de scénario de film. C'est un vocabulaire qui a été au départ dédié à l'industrie cinématographique et télévisuelle. Le synopsis désignait dans ce jargon-là un résumé d'une à 5 phrases, pas plus. En gros, c'était quand on donnait les services presse, euh, on avait un fascicule avec des, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais parfois dans les cinémas, on avait les services presse de certains films qui étaient glissés soit dans les magazines, soit qui étaient glissés sur les sièges. Je me souviens avoir eu celui de Alien, qui était très bien fait. Donc en gros, c'est un portfolio avec des images, etc., etc., un petit focus sur les héros, et tu avais le sino. Et le sino, c'était un paragraphe, en fait. Ou voire même parfois une phrase ou deux, hein. C'était ça. Et puis, côté roman, au départ, on appelait ça un pitch. La synthèse du roman était appelée un pitch. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu une espèce de mélange des genres, où dans le monde de l'écriture, on s'est mis à appeler l'ancien pitch un synopsis. Et du coup, le pitch maintenant est plutôt, du côté roman, considéré comme l'ancien synopsis au niveau du cinéma. Donc en gros, si je te la fais courte, le pitch au niveau de l'écriture, c'est le paragraphe d'intention littéraire. Donc, contexte du départ, comment on démarre ton roman, les 3-4 grands bouleversements, et puis comment ça se termine, le tout en un gros paragraphe. Ça, c'est le pitch, et le synopsis, c'est les 2 pages.
Voilà. Mais il y a eu un espèce de mélange des genres, mais au départ, c'était synonyme. Au départ, le synopsis, c'était le résumé du film, et le pitch était le résumé du roman. Mais alors depuis, voilà, depuis, on a un peu mélangé on a un peu mélangé les genres, et donc c'est ça. Voilà. Lorraine, FF en auto-édition. Oh oui. Alors FF, c'est une romance lesbienne, hein. Donc MM, c'est romance donc garçon-garçon, et FF, fille-fille. Et clairement, à mon immense désespoir, moi qui lutte quotidiennement sur la question de la discrimination, mais bon bref, hein, ça ne fonctionne pas du tout. En maison d'édition traditionnelle, ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est pas la faute des éditeurs, hein. Malheureusement, chaque fois qu'un éditeur a sorti un roman lesbien, ça a fait un flop. Comment l'expliquer alors qu'à côté NXM, qui a un peu l'apanage de la littérature MM, fonctionne très bien, du coup en littérature de niche, hein, bien sûr, mais fonctionne très bien. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous l'expliquer. Ça me désespère, parce que moi j'ai lu des quelques histoires absolument sublissimes d'histoires d'amour entre deux femmes. Les romans étaient d'une qualité oufissime, et à chaque fois ça fait un flop. Voilà, donc oui, auto-édition, clairement. Franck, Pack Cinéma, affiche, affichette. Ouais, c'était ça les services presse, ouais, clairement. Hein, les 7 photos et sinon avec acteurs, réalisateurs. Je sais pas s'ils en font toujours, bon, sûrement ils doivent en faire toujours, mais il y a quelques années j'avais un ami qui était dans l'industrie du cinéma et il nous filait tous les services presse comme ça, parce qu'ils étaient hyper beaux, hyper beaux. J'avais adoré celui, j'ai le souvenir de celui d'Alien 4, donc en plus Genet, donc le visuel était juste sublissime. Du coup, mais j'ai le souvenir de certains qui étaient absolument magnifiques pour le coup. J'ai récupéré celui de Matrix aussi. Bon, bref, on connaît ma grande passion pour Keanu Reeves. Voilà. Est-ce que ça va, pitch synopsis? Alors, là aussi, c'est pas scientifique, hein, on emploie vraiment un mot pour l'autre. Mais bon, si on veut caricaturer un petit peu, on en est dans on est là-dessus. Donc, on a le fameux synopsis, et il reste un truc qui est ce que j'appelle la description de la fiche produit. Alors, en gros, c'est quoi? C'est comme une lettre. Alors, tu le mets dans le corps du mail ou tu fais un doc Word en pièce jointe comme tu veux. Peu importe. Et donc là, tu es censé faire quoi? Tu es censé faire une sorte de c'est comme si on t'avait donné ton manuscrit et que tu devais en faire une fiche de lecture. Alors, tu ferais quoi? Tu ferais, bon, l'auteur, c'est lui, le genre, c'est ça. En gros, si j'avais pu comparer, eh ben, si tu as aimé Alien, tu vas adorer ça. Si tu as aimé Percy Jackson, tu vas adorer ça, etc. Je mets le titre provisoire, je mets si c'est en un tome ou plusieurs tomes, et je mets en 3-4 phrases l'ultra résumé du livre, l'ultra résumé du sino. C'est vraiment, nous, ce qu'on appelle à l'ICAR le paragraphe d'intention littéraire. En gros, tu me dis, voilà, c'est l'histoire d'un jeune trader qui apprend le suicide de son père et en rangeant ses affaires, il tombe sur une lettre qui lui a été envoyée 30 ans plus tôt. Et dans cette lettre, quelqu'un accuse son père du meurtre de sa petite cousine disparue il y a 25 ans de ça. Voilà, c'est tout. Tu as vu ce que je viens de te dire? Ça rentre dans, je ne sais pas combien ça fait, mais ça doit faire 3-4 phrases. Donc 3-4 lignes. Voilà, tu mets ça. Donc, je répète, titre, nombre de tomes, enfin titre entre parenthèses provisoire, hein, parce que tu ne le garderas sûrement pas. Donc, titre, genre. Alors les grands genres, hein, on va pas tirer dans les coins, etc. Ne me dis pas si c'est un clock punk ou un dread punk, rentre pas autant dans le détail. Mais dis-moi si c'est de la dark fantasy, si c'est un thriller, un polar historique, si c'est une romance historique, si c'est une romance contemporaine, si c'est une dark romance, voilà les grands genres, hein, on est d'accord. Bien sûr, si c'est en un tome ou deux, et tu me mets un si vous avez aimé ça, parce que ça permet tout de suite à l'éditeur de savoir, ah ok, c'est dans ce genre-là, d'accord, donc ça va être du young adult, de science-fiction. Si tu me mets, c'est dans le style Harry Potter, moi, quand tu me dis c'est dans le style Harry Potter, je comprends en tant que professionnel, ok, on est sur du young adult et c'est de l'urban fantasy,
avec une mythologie autour de la magie. Voilà. Et bah, du coup, moi, en tant qu'éditeur, je sais déjà si ça va m'intéresser ou pas. Tu vois. Si tu me dis c'est Percy Jackson, idem, c'est du young adult, c'est de l'urban fantasy, mais par contre, ici, la mythologie est plutôt du registre de mythologie gréco-romaine, égyptienne, etc., etc. Donc, pas le registre magique, tu vois. Donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est important de dire, ça facilite tellement le travail du comité de lecture. Et dis-toi que si tu mets le comité de lecture dans de bonnes dispositions, s'il est content et qu'il se dit « Ouh, c'est cool, c'est propre, c'est net, je vois où je vais », eh ben, il lira ton synopsis dans de bonnes dispositions et donc il lira ton roman après. D'accord? Donc voilà. Et tu peux rajouter, c'est pas obligatoire ça, mais tu vois par exemple, qui c'est qui vient de me poser la question? J'ai une mémoire de poisson rouge, c'est juste la catastrophe. Clara, c'est exactement ce qu'elle vient de nous dire. Tu as des maisons d'édition qui apprécient d'avoir un résumé de ton protagoniste. Et là, alors tu lui balances pas la fiche de personnage d'Icare, hein, ça c'est un document de travail, il fait 15 pages, hein, donc, mais tu lui fais en une page, du coup. Hein. Donc voilà. Ça, c'est hyper important. Ne lui mets pas ton mood board, pas tout de suite. Donc, ne lui mets pas des idées de couverture, ne lui mets pas des... ça, non. Parce que ça, c'est assez prétentieux de le faire. Donc, ne lui mets pas. Il te le demandera. L'éditeur, quand il aura signé avec toi et qu'il sera question de travailler sur la couverture, s'il n'est pas trop bête, il viendra vers toi et il te dira c'est quoi tes inspirations, c'est quoi ce que tu as envie de faire, etc. etc. Donc, du coup, voilà. Donc, ne le mets pas. Donc, je résume. Une fiche que j'appelle description de produit avec ce que c'est, le type provisoire, le genre, à quoi ça te fait penser, s'il y a plusieurs tomes, voilà. Un ultra résumé en un gros paragraphe, vraiment la synthèse de ton intention littéraire, le pitch, le manuscrit bien sûr, et éventuellement, ça mange pas de pain, une petite page qui décrit la fiche de ton protagoniste. Voilà, tu le mets comme ça. Et je sais que certaines maisons d'édition, elles disent non, non, vous m'envoyez que le manuscrit, je ne veux pas autre chose, etc. Triche dans ton document Word. Les premières pages, c'est ça, c'est la fiche produit, puis derrière, tu as le sino, et derrière, tu as le manuscrit. Voilà, tu triches comme ça. Comme ça, tu n'envoies qu'un seul et unique document. S'ils ne te permettent pas, si tu fais une soumission en ligne, par exemple, et que du coup, ils ne te permettent pas de faire ça, tu mets comme ça et ça aidera. Et puis sinon, la dernière étape, donc je rappelle, première étape, je lis la fiche produit, ça m'intéresse, je lis le synopsis, ça m'intéresse, je passe donc à la lecture du roman. Je ne vais pas lire tout le roman. Pas tout de suite, j'ai pas le temps. Donc, qu'est-ce que je vais lire? Bah, je vais lire les premiers chapitres. Voilà. Les 4-5 premiers chapitres. C'est pour ça qu'à l'ICAR, on prévoit dans la formation la correction des 7000 premiers mots. Pourquoi les 7000 premiers mots? Bah, parce qu'on sait que c'est ce que dit le comité de lecture. Hein. Donc, si ça passe, il se dit, quoi qu'il arrive après, on corrigera. Mais si ça m'embarque, si les 7000 premiers mots, ils m'embarquent, qui correspond en gros à la louche à quelques chapitres, hein, bien sûr, alors le reste, c'est que je sais qu'il sait écrire et ça m'intéresse. Voilà. Très clairement. Très clairement. Est-ce qu'on doit parler des autres tomes pas encore écrits? Oui. Oui, tu l'annonces dès le départ. Ah bah oui, parce que quand tu signes, enfin pour l'éditeur, c'est pas anodin. S'il sait qu'il part pour 10 tomes, c'est pas pareil que s'il part pour 2. Hein. Bon, alors déjà, ne pars pas sur 10 tomes, parce que tu ne signeras pas. Voilà, on va pas se mentir, surtout à l'heure actuelle. Mais, ou alors des tomes compagnons. Si c'est des tomes compagnons, oui, mais 10 tomes, non. Mais c'est pas du tout une information anodine pour l'éditeur. Il doit savoir, lui, hein, peu importe qu'ils aient pas été écrits, on s'en fout, bien sûr que tu les as pas tous écrits, mais il doit savoir lui, hein. Ah bah oui, tu peux pas dire à un lecteur achète ce livre sans lui dire que c'est une série. Bah, c'est un peu de l'arnaque, parce qu'il va arriver à la fin du livre en croyant avoir acheté un tome unique, et puis il arrive à la fin de ton livre et il se dit bah si j'avais su que je m'embarquais pour 10 tomes, j'aurais peut-être réfléchi un peu avant. Et ben l'éditeur c'est pareil, hein. Donc oui, tu lui dis. Mais bien sûr, ils ne seront pas écrits. C'est pas grave. Et l'éditeur ne s'attend pas à ce que tu les aies écrits, bien sûr. Hein. Donc, si par exemple, tu pars sur 5 tomes, tu n'attends pas d'écrire les 5 tomes pour pouvoir les soumettre à ton éditeur. Pas du tout. Il peut se passer plein de choses en plus hein, au cours de ta série. Donc, tu peux changer d'avis. L'éditeur peut te faire changer d'avis. Enfin, bon, bref. Donc, n'écris pas les 5 tomes. Juste le premier. Le premier. Donc, doit-on résumer les prochains tomes? Alors, non, tu ne les résumes pas. Par contre, tu peux me mettre une phrase en disant, ben voilà, c'est une saga sur 3 générations.
qui se passe sur 2 planètes différentes et qui va se dérouler sur 3 tomes. Voilà, j'ai juste besoin de savoir ça. Et après, tu passes au tome 1, tu vois. Mais que je sache à peu près, tu vois. Mais juste une phrase, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Alors, est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous parle du coup? Est-ce que c'est plus clair sur la question du dossier de soumission? Est-ce que je voulais pas faire un épisode de podcast? Parce que forte, moi je me rappelle plus, hein, on est à l'épisode 72, donc je ne me rappelle plus du tout des épisodes que j'ai faits, mais je crois que j'en avais déjà parlé. Du synopsis, c'est même sûr, j'ai dû en parler. Bon, bref. Voilà. Et sinon, dans la formation LICAR, hein, on a toute une séance là-dessus qui est importante, mais il me semble. Et il me semble, faut que je vois avec Johanna, qui est la mémoire de l'ICAR, il me semble qu'on a fait une petite fiche de synthèse qu'on a donnée dans la newsletter. Donc normalement, quand tu t'abonnes à la newsletter, tu reçois le modèle de fiche perso et tu reçois cette petite fiche de synthèse sur ce qu'est et ce que n'est pas un synopsis. Je me demande, à vérifier, mais il me semble. Donc voilà. Mais vraiment, pour en terminer avec ce sujet-là, sauf si tu as des questions, bien sûr, que je t'encourage à poser, hein, vraiment, vraiment, ne loupe pas, ne bâcle pas ton dossier de soumission. Vraiment, vraiment. Ne te dis pas, j'ai fait le plus gros du boulot, j'ai écrit le bouquin. Hein. Non, en fait. Hélas, j'aimerais pouvoir te dire que oui, mais non, en fait. Alors, Orchidée, ton commentaire plus haut. Alors, attends, je remonte. Je remonte. Orchidée. Ah, voilà, je l'ai. Je vais bientôt commencer à vraiment travailler mon roman. Bien! Du coup, ta sœur, elle va te filer les cours. Donc, du coup, de l'ICAR. Donc, en tout cas, hein, voilà, tu sais que tu auras un truc. Même si, du coup, je te fouetterai pas sur les exercices. Mais j'ai pas été méchante avec Magnolia. Mais bref. Pour l'instant, je n'ai fait que 3 fiches personnages et un plan de façon globale. Tu me conseillerais de commencer par quoi en premier? Le plan détaillé ou la fiche du personnage principal ou autre chose encore? Oh, elle t'a pas briefé, ta sœur? Donc non, tu commences par ton intention littéraire et par ton paragraphe d'intention littéraire. C'est-à-dire que tu commences à m'identifier absolument tes 3 grands révélations, slash pivot, slash... voilà, tu commences par ça. Du coup, tu me fixes le contexte de départ, comment ça démarre, tu me fixes le contexte d'arrivée, c'est-à-dire comment ça se termine. Tu commences déjà par ça. Une fois que tu as fait ça, tu travailles en parallèle de ton plan et ta fiche de personnage de ton héros. Tu dois faire les deux en parallèle. Pourquoi? Parce que c'est du travail sur ton protagoniste, enfin, le travail sur ton protagoniste va influer forcément sur le déroulé de tes scènes et de tes actions. Forcément. Donc, il faut que tu montes les deux ensemble. Donc, tu commences par, comme tu as fait, hein, c'est-à-dire travailler un peu tes 3 fiches de perso globales, voilà. Tu commences à réfléchir sur les 3-4 grands temps forts de ton roman slash révélation, slash pivot, etc., etc. Et puis, tu reviens à la fiche de personnage de ton protagoniste et puis tu la creuses un peu plus, tu travailles son background, tu travailles son histoire, tu travailles sa leçon de vie, tu travailles ses failles, etc., etc. Et en parallèle, tu me reprends ton résumé d'intention littéraire et tu développes. Voilà. Et tu développes jusqu'à créer un plan de découpage de chapitres. Mais monte les deux en même temps. Vraiment. Parce que les deux sont indissociables. Vraiment. Donc, et si tu fais l'un d'abord et l'autre après, de toute façon, tu vas doubler ton travail parce que nécessairement, si tu commences par la fiche perso et après le plan, tu vas modifier ta fiche perso. Et si tu commences par le plan et après la fiche perso, tu vas modifier ton plan. Donc, autant bâtir les deux en même temps pour que tu aies une vision globale du travail. Tu vois, c'est comme travailler sur un roman pour la méthode Licard et pour moi. Encore une fois, ça n'engage que moi, mais bon, il y a d'autres méthodes hyper connues qui font à peu près la même chose. Hein. C'est comme le travail sur un tableau. Tu commences par esquisser toutes les formes globales, c'est-à-dire que tu commences pas en bas à gauche en faisant les détails, etc. Tu commences par placer toutes les couleurs, les formes, etc. Et petit à petit, tu montes en détail, mais sur toute l'œuvre en général. Ben là, tu fais un peu pareil, du coup.
Cyrielle, tu conseilles de mettre la fiche produit à part. En général, je mets ces informations en première page du manuscrit. Oui, mais c'est très bien en première page du manuscrit ou dans le corps du mail. Tout à fait. C'est bien aussi, Cyrielle. Oui, 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 complètement. Là, il n'y a pas de question de forme. Dans le corps du mail, ça peut être bien aussi. Hein, il n'y a pas de problème. Ce qui me fait dire que dans le corps du mail, c'est plus chiant, c'est que dans le corps du mail, il faut que tu penses à mettre des trucs en gras, à sauter des lignes pour que ce soit un peu lisible. Mais bien sûr, hein, tout à fait. Oui, oui, complètement. Sandra, bonsoir. Bonsoir Sandra. J'ai écrit un roman entre la romance contemporaine et le surnaturel. Oui, donc c'est euh, du romantique fantasy, la fantasy romantique, tout à fait. Quel genre sera la priorité? Alors, là, je vais te dire la fantasy. Pourquoi? Parce que les grandes maisons de romance, Hugo, Harper, etc., sont souvent un peu frileuses pour l'aspect surnaturel. Parce que autant les lecteurs de fantasy euh, euh, aiment volontiers les histoires d'amour, type Twilight, par exemple, typiquement. Hein. Donc autant les lecteurs de romance kiffent pas toujours la dimension magique dans ton roman. Donc je serais toi, je me dirigerais plutôt vers de l'imaginaire et de la fantasy, même si c'est Twilight, même si donc c'est de la romance. Du coup, on est d'accord que Twilight c'est de la romance. Donc voilà, je réfléchis à un autre romance paranormale. Alors, c'est pas ma lecture de prédilection, la romance paranormale, alors je suis un peu inculte là-dessus. Mais bon, bref, Twilight, vous avez compris, hein, la romance, c'est le cœur de l'histoire, mais c'est dans un contexte magique. Voilà. Donc moi, je te conseille plutôt d'abord les maisons de fantasy, qui l'accepteront sans problème. Voilà, et puis après, selon si ça mord pas, tu peux tester. Mais tu sais, c'est très facile, tu regardes la grande maison de romance et tu regardes si dans sa ligne éditoriale, il y a de la romance paranormale. S'il n'y a pas de romance paranormale, eh ben, tu as la réponse à ta question. Voilà. Alors, hop. Alors, Sylvie, à partir de combien de mots, à partir de combien de mots on parle de roman? J'ai tendance à écrire des histoires de 40 000 mots environ. Non, 40 000 mots, c'est une novella. C'est une nouvelle, pardon. C'est 50 000, c'est à partir de 50 000, Sylvie. En dessous de 50 000, c'est pas un roman. Alors, voilà. Karel, ok, parfait. Normalement, je devrais finir mes corrections à la fin de ce mois-ci. Du coup, je vais commencer à travailler sur le dossier de soumission. Nickel, nickel. Morgane, épisode 15, comment soumettre son manuscrit. Merci, c'est génial. C'est merci. Magnolia, je suis égoïste, garde tout pour moi. Mais t'as raison en fait. Je veux dire, l'élimination et la stratégie, elle commence dès ton foyer. Donc, pas de quartier, pas de quartier. Si on veut la gloire et les liens du sang, rien à faire. Alors, Rebecca, est-ce qu'on intitule les docs fiches produits ou synopsis? Fiches produits, non, parce qu'ils vont peut-être pas forcément savoir à quoi ça renvoie. Autant le synopsis, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Mais non, on n'intitule pas les docs, ou alors dit peut-être à la place de fiches produits, mais peut-être fiche descriptive. Comme ça, ils voient à peu près ce que c'est. Donc, nomme ça fiche descriptive et synopsis, nomme ça synopsis, parce que là, tout le monde est à peu près d'accord et voit à peu près ce que c'est qu'un synopsis. Alors, ok, on est bon pour ces questions. Encore une fois, sauf si vous en avez d'autres, et vraiment, n'hésitez pas à les poser. Maintenant, passons, si vous êtes d'accord, passons au deuxième sujet épineux de comment protéger son manuscrit. Euh, Et alors là, bon, en même temps vous avez l'habitude, je vais pas parler langue de bois, hein, clairement. Quand on dit que comment protéger son manuscrit pour que personne nous le vole. Là, on parle de l'infraction plagiat d'un roman. Alors, on va être très clair. Pour qu'un juge, elle est mignonne, qu'il y a plagiat, il faut vraiment que les trois quarts de ton roman fasse l'objet d'un copier-coller dans un autre roman. Et effectivement, dans ce cas-là, ce que le juge va vérifier, c'est ce qu'on appelle l'antériorité de la création de l'œuvre.
C'est-à-dire que, évidemment, quand tu accuses quelqu'un d'avoir plagié ton roman, l'autre en face, s'il n'est pas trop débile, il va te dire: mais non, moi en fait, j'avais cette histoire depuis que j'ai 11 ans, elle traîne dans mes tiroirs depuis blablabla. Et toi, évidemment, tu vas répondre: mais non, moi j'ai créé ce bouquin il y a 4 ans, il y a 5 ans, etc., etc. Donc, il faut que tu apportes la preuve au juge que c'est toi qui as eu l'idée en premier. Du coup, quand on parle de protection du roman, en réalité, ce dont on veut parler, c'est de donner date certaine à la création de ton histoire. Et pour donner date certaine à la création de ton histoire, il faut que tu fasses enregistrer ton manuscrit dans un organisme qui est habilité à recevoir cet enregistrement, pour que celui-ci te retourne un courrier en te disant: en date du temps, j'ai bien reçu le manuscrit intitulé machin chose écrit par Bidule. Et là, quand tu veux aller devant le juge en faisant valoir que Tartampion t'a piqué ton bouquin, toi tu dis: ah mais attendez, moi j'ai déposé mon manuscrit, je l'ai fait enregistrer le 3 février 1998. Donc lui, soit il a la preuve d'un enregistrement antérieur et auquel cas tu n'auras pas gain de cause, soit, ce qui évidemment n'est pas le cas si tu as volé ton œuvre, il n'a pas de preuve d'antériorité, donc du coup, soit lui ne pourra pas apporter la preuve qu'il avait cette histoire bien avant la tienne. Et alors on est bien d'accord qu'il n'y a pas 50 000 façons de prouver à un juge de façon officielle, c'est-à-dire apporter une preuve valable de l'antériorité, donc d'une date certaine de création de ton manuscrit. Je vois passer plein de choses, notamment des trucs et astuces, comme par exemple t'envoyer en lettre recommandée avec accusé-réception ton manuscrit à toi-même. C'est-à-dire qu'en gros, tu mets ton manuscrit dans une enveloppe, tu te l'envoies à toi-même en recommandé avec accusé-réception. Et du coup, tu as le cachet de l'accusé de réception qui donc a valeur de date, évidemment. Ouais, alors ça, oui, mais ça c'est un peu du bidouillage, hein. Moi je te conseille plutôt d'envoyer ton manuscrit à une société qui a l'habitude de le faire, donc qui est agréée, donc qui est connue des juges, qui est notamment la Société des gens de lettres. Pas que, mais il y a celle-là qui me vient à l'esprit. Alors oui, tu vas dépenser, je crois que le dépôt c'est 20 euros, une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Mais voilà, tu reçois un numéro, c'est un organisme qui est connu par le juge, etc. Bon, si vraiment tu veux protéger ton manuscrit, c'est-à-dire que tu veux mettre toutes les chances de ton côté, donc ne fais pas d'économie de bout de chandelle et accepte de dépenser 15 ou 20 euros, je ne sais plus, et envoie-le à cette société-là. C'est quand même plus sécure juridiquement que de faire ce truc de t'envoyer à toi-même un recommandé avec accusé réception. Donc je vois que Morgane, elle a mis un autre site, c'est e-dépôt. Oui, mais c'est pareil, c'est pareil. C'est des organismes qui sont spécialisés dans l'enregistrement des manuscrits et dont le seul boulot, c'est de garantir au juge, quand tu le demanderas, et de t'apporter la preuve par un retour, soit par courrier, soit par mail, en disant: ce jour-là, en date du temps, j'ai bien reçu le manuscrit intitulé Bidule chose, écrit par machin truc. Voilà. Mais, parce qu'il y a un mais, on est bien d'accord que si moi, je tombe sur ton livre, bon, je ne sais pas, voilà, je tombe dessus parce que tu me l'as fait lire à un moment, parce que tu l'as publié en ligne, tu as participé à un concours qui était en ligne, bon bref, on imagine tout et n'importe quoi. Je le lis et je me dis: oh la vache, c'est une super idée. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je réécris. C'est-à-dire que je prends ton idée de héros, d'héroïne, je prends ton idée d'intrigue, je prends ton contexte, etc., etc. Sauf que je change le nom du héros, évidemment, je change de trois machins et je l'écris moi-même. Ça, ce sera jamais jugé comme du plagiat. Et là, je vous renvoie à la jurisprudence Patrick Poivre d'abord, hein, qui, lors de l'un de ses romans, a carrément copié-collé, genre, je crois, 30 pages d'une thèse d'un étudiant. Et l'étudiant a été débouté. Pourquoi? Parce qu'au milieu de ces 30 pages copier-coller, ça il s'est même pas fait chier à réécrire, hein, et ben il a écrit tout le reste du roman, qui était la majeure partie, qui était les 70% de la création. Donc le juge a considéré que ça n'était pas du plagiat. On n'est absolument pas protégé là-dessus, mais il n'y a pas que nous, hein, d'ailleurs, hein. Moi je travaille
travaillait, aussi dans le milieu de la création artistique et de la sculpture, et donc des sculpteurs qui créaient des moules qui après étaient produits en série, hein, mais le sculpte du moule, et je ne sais pas si Lily est toujours connectée, mais enfin bon bref, c'est une des grandes sculptrices françaises. Et elle en connaît un rayon parce que quasiment tous ces modèles ont été plagiés par des Chinois et des Coréens, hein, qui en ont strictement rien à faire de la propriété intellectuelle et artistique. Bref, elle pourra le confirmer si elle est encore là. Mais tout ça pour dire que même dans le cas d'une création en dur, c'est-à-dire vraiment d'un modèle sculpté, on voit des choses très 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 similaires, mais du moment où on change quelques petits détails, c'est plus considéré comme du plagiat. La plagiat, c'est la stricte copie. Donc, vous emballez pas, personne ne prend un roman tel quel, vous le vole et l'envoie direct à un éditeur. Ça n'a aucun intérêt, pourquoi? Parce que si ça marche, l'éditeur va lui dire, bah, écris-moi la suite, écris-moi le reste. Donc, ce sont des gens qui savent écrire. Donc, bah, ils vont réécrire le roman. Ils vont pas vous piquer votre roman, voilà, aucun intérêt. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est pas faire un buzz, c'est en faire plusieurs. Et ce qu'il veut, lui, en vous piquant le manuscrit, c'est d'être un écrivain. Donc, c'est pas juste de publier un livre et puis plus jamais en publier, c'est d'en faire plusieurs. Donc, bien sûr qu'il sait écrire, c'est un auteur, donc il va réécrire. Donc, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est triste. Alors après, hein, rassurez-vous, hein, encore une fois, ce qu'on plagie. Alors, c'est terrible de dire ça parce qu'on en prend un coup à notre ego, et je me mets avec vous, hein, là, hein, on est tous collègues auteurs. Hein. Euh, ce qui est plagié, c'est pas un manuscrit qui est pas connu, c'est pas un manuscrit qui est inconnu au bataillon et qui n'a jamais été publié. Pourquoi? Parce que même si la personne qui vous vole votre roman, elle trouve l'idée ultra géniale, aucune garantie qu'un éditeur trouvera cette idée géniale. Aucun intérêt. Par contre, ce qui est beaucoup, beaucoup pratiqué dans la profession, c'est de plagier des romans étrangers qui ont fait le buzz. Bah parce que le plagieur, je ne sais pas si ça se dit, plagieur, je ne sais pas si ça se dit, plagiste. Ça serait cool. Bref, le plagieur, on va dire que c'est bon, licence d'auteur. Le plagieur, ce qui l'intéresse, puisqu'il vous vole, c'est faire le buzz, c'est avoir un succès. Sinon, il vous piquerait pas votre livre. Et comme il n'a aucune garantie que votre idée, même si lui, il la trouve super géniale, ça va faire un buzz et puis un best-seller. Par contre, s'il regarde à l'étranger en se disant « Ouh, ce roman-là, il a cartonné aux États-Unis », si je reprends l'histoire, il n'y a pas de raison que ça cartonne pas en France. Tu vois, ben, quitte à avoir génie criminel. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut se détendre. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui posent la question et qui sont hyper angoissées. Et je peux le comprendre. Hein, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que détendons-nous hein, sur sur le truc, sur le sujet. Hein. C'est jamais un manuscrit, parce que certains auteurs me disent qu'ils ont peur d'envoyer à des bêta-lecteurs, parce qu'ils ont peur qu'ils leur piquent leur roman. Mais non, en fait. Pourquoi? Parce que, encore une fois, petit 1, le bêta-lecteur, ce qu'il veut être, c'est auteur. Donc, pas juste publier un seul roman, hein, aucun intérêt. Donc, il va le réécrire. Et petit 2, il n'a aucune garantie, si lui trouve le roman super bien, que l'éditeur va le trouver super bien. Donc, aucun intérêt pour lui de se mettre dans des difficultés. Et, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il ne faut pas protéger votre manuscrit. C'est bien de le protéger. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il faut se détendre sur le. Voilà. Twilight a été moult fois plagié. Il y a même eu des succès français qui sont en réalité des copies de Twilight. Voilà, il y a bien eu des scandales autour de ça, donc, et qui ont fonctionné d'ailleurs. Donc c'est ça qui est plagié. En matière de romance aussi, hein, oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme repompe de romances américaines qui ont cartonné. Et c'est pas vraiment du plagiat puisque l'auteur réécrit. Alors il prend le plot, en fait, il prend exactement le même plot, mais il réécrit. Et ça, c'est pas du plagiat parce il y a un travail de réécriture. Je sais pas si je suis super claire, mais voilà. Alors Johanna, Johanna Vogel, mon associée qui dégaine plus vite que son ombre, elle vous a mis, parce que Karel elle disait je n'arrive pas à retrouver dans les épisodes du podcast le nom du site internet qui répertorie les maisons d'édition et les genres qu'elle publie. Et Johanna vous met le lien, c'est edit-it. Alors attention, hein, attention, vérifiez, c'est pas super à jour. Hein.
Voilà, mais ça vous donne le nom. Donc après, vous allez bien sur le site internet de l'éditeur et vous regardez si c'est bien toujours OK, hein, parce que c'est pas tout à fait mis à jour, hein, les informations, hein. Donc voilà, il n'y a pas toutes les maisons d'édition non plus, mais enfin, il y en a plus de 6000 de mémoire qui sont répertoriées. Donc bon, voilà, ça vous donne une bonne idée, mais c'est pas votre seul vecteur de recherche, hein. Alors, Jenna qui dit aussi, le dépôt légal à la BNF est un dépôt imprimeur ou éditeur. Donc, il faut que ton livre soit édité ou auto-édité pour qu'il soit déposé. Oui, tout à fait. C'est pas tout à fait la même chose, la BNF, hein. En fait, la BNF, c'est en gros la bibliothèque du patrimoine littéraire français. Donc, il est le gardien de tout ce qui a été publié en termes d'écrit. Mais il faut que tu sois publié, auto ou édition traditionnelle, mais il faut que ce soit publié. Or, ton manuscrit n'est pas encore au stade de la publication. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez des questions? Du coup. Alors, miraculeusement, mon chat à côté ne s'est pas vautré sur moi, parce qu'au dernier, la dernière intervention que j'ai faite, alors j'avais un côté très super méchant de James Bond, parce qu'il y avait le chat qui était sur moi et que je devais câliner, et ça faisait très... Du coup, maintenant, je veux une piscine de requins. Donc voilà, j'ai commandé une piscine de requins, interne bien sûr, parce qu'on ne peut pas être un méchant digne de ce nom si on n'a pas assis au-dessus d'une piscine de requins, avec une trappe bien sûr, parce qu'il faut une trappe. Mais voilà, et j'ai pas de chat blanc. J'ai un chat crème. Oh, un crème. Ouais, j'ai un chat crème. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Bon, bref, tout ça pour dire, voilà, si vous n'avez pas de questions, du coup, voilà ce que je voulais vous dire. Ah non, si aussi, je voulais vous dire un truc hyper important. Je ne sais pas si vous avez vu, du coup, j'ai paumé ma page internet. Voilà, tout va bien, je l'ai fermée. Mais Johanna, si elle est connectée, elle vous mettra sûrement le lien. Elle a mis à jour la page d'inscription à la prochaine session. Parce que oui, il faut que je vous raconte, la session numéro 4 déjà vient de se terminer. Elle a été géniale, mais vraiment géniale. On avait une promotion de ouf malade. En plus, avec une super ambiance sur fin Discord, vraiment, c'était génial. Vraiment, donc je pense que les manuscrits vont se terminer très vite, donc il va y avoir pas mal de signatures en 2021. Il y en a déjà eu en 2020 en Licard, hein, vous le savez. Donc, et du coup, bref, comme la session vient de se terminer, on est déjà en train de travailler à la prochaine session qui va être dingue aussi parce qu'on va rajouter des trucs dedans, donc elle va être vraiment super et qui va se passer tout début février. Donc on a déjà une grosse liste d'attente, hein, mais bon, on augmente la capacité des promotions, donc il ne faut pas hésiter si, encore une fois, votre idée c'est de participer à l'aventure qui, encore une fois, est assez dingue. Et tout ça pour dire que Johanna a mis à jour la page d'inscription à la liste d'attente. Alors pourquoi c'est important? Parce que la liste d'attente, d'abord, vous êtes assuré, si vous êtes toujours OK, d'avoir une place, du coup, ce qui n'est pas le cas ailleurs, hein, si c'est votre choix. Et surtout, je fais une masterclass vraiment uniquement pour la salle d'attente pour expliquer dans le détail ce qu'on fait dans la formation. Elle est dédiée à ça et je réponds à toutes les questions. Et parce que c'est la salle d'attente, bah, il y aura des petites surprises et des petits discounts toujours. Donc voilà, tout. On fait passer toujours en priorité la liste d'attente parce que si vous êtes sur la liste d'attente, c'est que vous montrez un intérêt particulier et prioritaire. Donc pour nous, c'est normal que vous ayez quelques petits avantages. Donc voilà, tout ça pour dire que vous l'avez sur le site licar.fr au niveau de la formation, vous vous connectez dessus et vous avez, c'est en ça que c'est intéressant parce que comme elle a mis à jour, vous avez en gros, alors pas dans le détail bien sûr parce que pour ça il y aura la masterclass, mais dans le détail vous avez ce que en gros vous allez trouver le cheminement et ce pourquoi c'est la formation la plus complète et la plus clé en main pour devenir écrivain. Comme ça vous voyez un petit peu plus ce qui se trouve à l'intérieur. Il y a les tarifs aussi, hein, bon, c'est pas négligeable, hein, les modes de paiement, etc. etc. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas à y aller, attendez pas trop, du coup, parce que ça gonfle pas mal. Mais si vous voulez faire de 2021 quelque chose qui change un peu et puis qui mette un peu de sens dans un contexte et dans une période qui en a assez peu, moi je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve pas mal. Donc c'est le moment, lancez-vous. Encore une fois, les auteurs, ils sont tous là, hein, les élèves, les anciens élèves, ça a changé leur vie. Donc, et c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Donc voilà, et si vous voulez faire partie de l'aventure, lancez-vous. Donc bref, tout ça pour dire que allez-y. En plus, ça fera plaisir à Johanna qui a trimé pour faire cette jolie page.
Voilà. Donc, hop là. Puis on réfléchit à un Discord Icare aussi qui serait ouvert à tous. On dit ça, on dit rien, on est en train de réfléchir. Et ça, ce serait top. Christelle, écrire sur une plateforme d'écriture qui date les fichiers qu'on poste ne suffit pas? Non, pas devant un juge. Ça va être ce qu'on appelle en droit un faisceau d'indices. Mais ce ne sera pas une preuve formelle. Donc, voilà. Je ne peux pas te garantir que le juge, si tu en es là, si tu en es à être devant le juge, si tu en es là, il ne te suivra pas, mais toutes les chances de ton côté. Si tu sais, si tu es devant le juge, ça veut dire qu'on a volé ton œuvre au mot près. Alors, moi, si ça m'arrivait, je serais un peu remontée quand même, hein, donc je ne laisserais rien au hasard. Donc, dans le doute, fais-le. Hein, c'est pas. Voilà. C'est comme la signature électronique, hein. Ça n'a pas de valeur légale. Alors de plus en plus, les banques, les impôts, etc., pour des raisons de facilité, passent par la signature électronique. N'empêche que, jusque-là, le juge est conciliant et ça fait partie des faisceaux d'indices. N'empêche que le juge n'a aucune obligation d'accepter la signature électronique comme une vraie signature. Hein. Ah oui, hein, on ne peut pas garantir qui a signé exactement. Hein. Karel, ah oui, j'avais une question de pure curiosité par rapport à la session LICA. Oui. Il y a quelle proportion de genre littéraire? Oh, alors, c'est hyper intéressant ta question, Karel, parce que moi, ce qui me fascine avec Johanna et Dimitri, c'est que ça varie d'une session à l'autre. Alors, je vais te dire, la première session, la toute première, c'était 70% de romance, romance avec un S parce que c'était romantique suspense, c'était dark romance, romance contemporaine et romance histo de mémoire. Donc 70% de romance, 30% d'autres genres. Il n'y avait pas un seul polar. La deuxième session, il n'y avait aucune romance. Voilà. Et quasiment aucune romance. Ou alors, quand il y avait de la romance, il y avait un gros background magique, etc., etc. La troisième session, celle-là, il y a vraiment une arrivée en force de la fantaisie. Il y a une grosse proportion de fantaisie. Ah bah, du coup, Morgane, qui a été élève de la dernière promo, elle répond à ma place, c'est ça. Il y a une grosse part de fantaisie. Il y a un peu de romance. Et il y a vraiment, j'ai été surprise parce que c'est pas un genre qui revient souvent alors que c'est mon genre de prédilection. Il y avait une grosse part de polar. Alors, polar / romantique suspense parce que le romantique suspense, même si la romance est extrêmement importante, mais le romantique suspense utilise les mêmes codes que le polar, la même structure de narration que le polar. Et là, il y avait un gros paquet de polar ou de thriller. Là, cette fois-ci, c'était vraiment... alors que jusque-là, on n'avait pas tellement eu de thriller et de polar, ce qui fait que j'étais un peu frustrée. Donc là, du coup, j'ai pu m'éclater là-dessus. Mais voilà, pour répondre à ta question. Donc, c'est la surprise à chaque fois. C'est pour ça que quand tu t'inscris à la formation, la première chose que Johanna, elle fait quand elle ouvre le groupe dédié à ta session, hein, qui est un groupe de travail exprès pour la session, elle te demande de dire dans quel genre tu écris. Alors, si tu ne sais pas, c'est pas grave. Nous, après, notre boulot, c'est de savoir dans quel genre tu écris, hein, donc on le sait tout de suite. Mais ça nous permet d'avoir une petite idée et on est à chaque fois surpris. Parce que et je ne sais pas à quoi c'est dû parce que je fais les mêmes masterclass, j'explique de la même façon la formation, etc. Et donc c'est hyper intéressant. Alors pour nous c'est génial parce que du coup on s'ennuie jamais. Forcément, puisqu'on ne sait jamais. Donc après, on se bat dans la répartition des élèves parce qu'on a des gens de prédilection. Clairement, moi, je kiffe les thrillers. Voilà, je kiffe la SF. Dimitri, il est un peu moins romance, c'est un peu moins son truc. Alors, il peut corriger, hein, c'est pas le problème. Donc, du coup, voilà, on est un peu. On se bat un peu. Bref. Et puis, il y a certaines personnes qui préfèrent être plutôt avec moi parce que je suis plus. Pareil, je suis plus dure. Pareil, je suis plus dure. Parce qu'il est plus bienveillant. Dimitri, il est plus. Voilà. Moi, j'ai du mal à mettre les formes, mais bon, bref. Magnolia qui dit c'est vrai qu'on est une promo de ouf. Ouais, et de fifou. Elle n'a pas changé votre vie Ouais, clairement. Clairement. Alors, Denis, et les droits des écritures numériques? Alors, sur les écritures numériques, ça ne change pas le problème, Denis, en fait. Parce que quand tu vas publier en numérique, c'est que tu auras créé ton manuscrit précédemment.
Donc, du coup, ton écrit, à partir du moment où c'est une nouvelle ou c'est un roman, tu l'auras forcément écrit. C'est ça que tu vas envoyer à ces maisons pour dater. Et après, t'en fais ce que t'en veux. C'est-à-dire que si tu les publies sur Fixia, Wattpad, sur des forums, etc., peu importe après, c'est toi qui diffuses comme tu veux. Du coup, ça, c'est pas le problème, c'est pas ça qui rentre en ligne de compte. C'est l'œuvre, en fait, la création de l'œuvre, toi, de ton côté, pas ce que tu publies, en fait. Pas si tu décides de publier en papier ou si tu décides de publier en numérique. Et après, pour la question de est-ce que ça doit aller à la BNF ou pas, c'est peut-être ça le sens de ton texte, c'est que les publications. Donc, du coup, c'est écrit de mémoire. Donc, voilà, pour répondre à ta question. Mais si c'est pas la question sur la BNF, du coup, c'est encore une fois ce que tu dates, c'est pas ce que tu mets sur Internet. Ce que tu dates, c'est le moment où ça sort ton ordinateur, où tu mets le mot fin sur ton PC. C'est ça que tu vas dater, en fait. C'est la date de création, c'est pas la date de mise à disposition en ligne. Donc peu importe qu'il soit que ton écrit après il fait l'objet d'une publication ou pas et voilà. Et je sais que maintenant, des sites de protection acceptent le dépôt en démat. Donc, tu envoies ton fichier, tu n'envoies plus ton papier à la Société des gens de lettres, par exemple, tu fais un dépôt numérique. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou est-ce que je suis à côté de mes pompes, en fait? Oui, je te réponds à côté de la plaque et j'ai rien compris à ta question. C'est possible. C'est possible. Yannick, beaucoup de fantaisie, de potentiels collègues. Ouais, Yannick, ah bah oui, tu vas être moins seul. Du coup, il y avait vraiment beaucoup de fantaisie. Ouais, il y a des super trucs en fantaisie, mais toi aussi, hein, la session précédente. Mais vous étiez beaucoup moins représenté à la session précédente en termes de fantaisie, ça c'est sûr. Mais alors là, ouais, sur cette session, boum, le boom de la fantaisie, la team fantaisie, énorme. Donc c'était cool. Morgane, ah, vous aviez dit que vous faisiez un tirage au sort. Oui, on l'a fait, hein. Non, 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 on ne demande pas, mais moi j'ai lu. J'ai lu que certaines voulaient absolument être avec moi. Non, non, on a fait un tirage au sort, hein. C'était complètement. Et c'était Johanna en plus qui est le maître qui est le maître de la répartition, donc on n'a pas notre mot à dire. Et puis on contrarie pas Johanna. Donc voilà. Mais je l'avais lu sur un post en fait. Manuel, il y a de mon expérience, j'ai survécu à tes corrections. Tu vois. Non, mais il y a des légendes urbaines. Il y a des légendes urbaines qui courent, en fait. Alors, Karel. Oh, tu vas tellement faire plaisir à Johanna. C'est la fille de Anne et Leia, Jenna Solo, n'est-ce pas? L'une des jumeaux, tellement, parce qu'alors elle était désespérée, parce que très récemment, on lui a dit ah, t'es fan de War of Warcraft? Et ça l'a vexée parce qu'elle m'a dit la culture Star Wars se perd et parce que bien sûr, pour ceux qui jouent à War of Warcraft, Jenna est l'un des très grands boss de l'univers et c'est un personnage très, 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 très puissant, mais qui est badass aussi, hein, mais ça l'a pas. Je pense que je lui ai pas remonté le moral quand je lui ai dit, mais tu sais, Jenna, dans World of Warcraft, c'est pas n'importe qui, quoi. Enfin, elle assure, quoi, quand même, hein. C'est l'un des personnages les plus puissants. Mais j'ai pas l'impression que. Ouais, j'ai pas l'impression que je l'ai beaucoup rassurée. Donc, tu vas tellement lui faire plaisir. Denis, merci beaucoup pour tes réponses. Hop, génial. Johanna qui dit ma page parfaite pour s'inscrire à la liste d'attente. Bah ouais, parce qu'elle est top. Allez la voir, ça lui, elle transpire assez pour la faire, hein, donc elle est super jolie. Donc, ah oui, et puis faites passer, parce que notamment les anciens élèves de la session de l'ICAR et tout, si vous avez dans votre entourage des personnes qui seraient intéressées, bah, comme là, sur cette page-là, il y a le résumé, pas dans le détail, mais quand même une bonne idée, il y a le résumé de ce qui se trouve dans la formation et le tarif. Donc comme ça, on sait que ça ne bougera pas et voilà. Bah, ça peut peut-être les intéresser. Donc du coup, n'hésitez pas à la faire circuler la, 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 la page du coup. Comme ça peut peut-être ça peut peut-être être plus clair pour eux. Et du coup, ils peuvent choisir en toute connaissance de cause.
Morgane, j'ai demandé d'où ça venait, désolée. Mais on a ri. Parce que pour la petite histoire, moi, on est amis, mais je sais pas comment. Hein, avec Johanna, c'est ma meilleure amie, mais je sais pas pourquoi. Parce que elle est fan de Star Wars, mais moi, je suis une Trekkie, pure et dure. Je suis une fan de Star Trek. Je sais même pas comment on fait pour se supporter depuis autant d'années. Donc, t'inquiète. J'ai fait tellement pire comme insulte sur Star Wars, mais tellement, tellement. Non, la seule chose que j'ai pas faite, c'est vrai, je l'avais pas encore. Je suis pas allée voir les Star Wars avec elle avec mon t-shirt Star Trek. Mais j'aurais pu. Mais j'aurais pu. Bon, aussi parce que nous, à Star Trek, on est nuls en merchandising. Donc, on a 4 pauvres t-shirts qui se courent après et 3 pauvres stylos. Donc, alors, question merchandising, on a encore du chemin à faire. Bon, bref, digression, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Karel, mon pseudo d'artiste, c'est Kodaleia. Et le Leia devient la princesse. Ça vient de la princesse. Oh, il n'y a pas des fans de Star Trek là? On est un petit peu. Je trouve que les fans de Star Wars là, ils sont un petit peu trop bruyants. Du coup, hein? Faudrait voir à pas trop la ramener. Elodie, nous, on attend l'information sur l'auto-édition de Pierre-Verba Live 2021, on vous l'a annoncé, donc le plus tôt possible, on va essayer le premier trimestre, du coup, hein, j'avais dit avril-mai, hein, donc on travaille dessus d'arrache-pied. Je pense qu'elle va être vraiment dans la veine de devenir écrivain, c'est-à-dire du clé en main. Donc toute l'info sera dans l'information du début jusqu'à la fin. Donc, il n'y aura pas de oh là là, mais finalement, comment je charge mon fichier, comment je fais du marketing, comment je fais de la pub, etc. etc. Ce sera vraiment du clé en main pour une personne qui n'a jamais auto-publié. Voilà, donc qui pourra comprendre, etc. Donc, du clé en main. Donc, ce sera complet. Voilà. Elle veut dire que dans Star Trek, ils ont surtout des pyjamas. Enfin, je dis ça. Oh, attends! Dans la dernière série, ils sont chouettes les pyjamas. Tu sais, il y a des épaulettes. Tu vois, le tissu, il se tient quand même. Quand même. Dans Star Trek, du coup, il y a que des gens qui sont super bien gaulés parce que le tissu est tellement merdique que si jamais tu as le malheur d'avoir un tout petit peu de gras qui dépasse, c'est mort. C'est mort. Et je t'accorde que les jupes sont peut-être un poil courtes. Heureusement, maintenant, on a aussi le droit de porter des pantalons quand on est une fille dans Star Trek. Christelle, Star Trek est bien meilleur, il n'y a pas de discussion. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Caroline, je me fais toute petite, je ne suis ni Star Wars, ni Star Trek. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux être Team Game of Thrones. Voilà. Team, ça y est, j'ai mangé le nom de la série avec Henri Cavill. Ah, The Witcher, qui en ce moment cartonne bien. Mais tu ne sais pas ce que tu rates. Tu ne sais pas ce que tu rates. Bref, au lieu de raconter des conneries, si vous n'avez plus de questions, je vous propose d'arrêter là le live. C'est pour ça que je dis à Johanna de ne pas mettre cette vidéo sur YouTube. J'ai été ravie de passer encore une fois ce moment avec vous. C'est toujours un grand plaisir. J'attends vraiment ces lives avec impatience. Un mercredi sur deux. Oh, bonsoir Héloïse. Et du coup, c'était top. J'espère que mes deux thèmes-là vous ont aiguillé un petit peu, vous ont intéressé. N'hésitez pas, hein, si vous pensez à des thèmes, envoyez-les nous par newsletter ou sur les réseaux sociaux parce que du coup, Johanna, elle les compile et ça me permet moi de me dire, ah bah tiens, sur ce live-là, je vais aborder tel thème ou tel thème, etc. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas. Orchidée, je connais pas bien Star Trek, il faut que je m'y mette. Alors, si tu veux, pour moi, la meilleure série du moment, et c'est pas parce que c'est Star Trek, ça aurait pu être sur n'importe quel univers, c'est Discovery. C'est une qualité de gestion des personnages. Tu veux savoir comment gérer l'évolution de personnages et des fiches de perso, tu regardes Discovery. Voilà, c'est magique. Vraiment, c'est l'une des meilleures séries en termes de structure que j'ai vues depuis des années. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est Star Trek. Bon, je suis très contente que ce soit Star Trek, bien sûr, mais voilà. Ah bah Christelle, Team Alien. Bah bien sûr. Team Alien, bien sûr. Moi, les deux amours de ma vie, c'est Godzilla et la Reine Alien. Moi, c'est les deux amours. Enfin, j'ai des mugs, des t-shirts. Enfin, voilà, j'ai des illustrations là-dessus. Enfin bon, bref, c'est les deux amours de ma vie. Hein, donc, vraiment. Et mes mentors. Absolument. Héloïse, on parle de quoi ce soir? Oh là là, ma pauvre Héloïse. Non, Héloïse, le début du live, il peut être intéressant, tu vois. Mais après, non.
Alors, Yannick, il y a ceux qui croient que Star Wars, et c'est de la SF, cela dit. Ah, bah, c'est là la fameuse. Ah, c'est, tu sais, le fameux débat sans fin de quand la SF est à ce point futuriste, lointaine, elle se confond avec la fantasy, d'autant qu'en plus Star Wars, c'est du voyage épique. Pour le coup, donc ça ressemble bien plus à de la fantasy qu'à de la SF, c'est du space opéra. Le space opéra, c'est ça, hein. Ça n'est ni plus ni moins que de la fantasy, mais avec un vernis futuriste, donc de SF. Je te dis ça, ça t'arrange bien, mais oui. Mais oui. Alors, Team AHS. AHS, c'est quoi? Caroline, les deux se déroulent dans l'espace avec des mecs habillés bizarrement. Bah ouais, parce que je rappelle que dans Star Trek, eux, ils portent des soutanes. Alors, c'est peut-être pas des pyjamas, mais c'est des soutanes. Alors, excuse-moi, mais c'est franchement pas plus saillant, hein. Bien, donc si vous n'avez plus de questions, bien que je sois très contente d'être en votre compagnie et que je pourrais discuter de la supériorité de Star Trek sur Star Wars pendant des heures, je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous donne rendez-vous donc pour un prochain podcast. Le prochain live, ce sera dans 15 jours, comme d'habitude, du coup. Et puis voilà, on vous prépare plein de choses, que ce soit les épisodes de la chaîne YouTube, qui, j'espère, seront intéressants pour vous et que vous apprécierez. Donc, on travaille d'arrache-pied sur la session numéro 4, qui va être elle aussi dingue, et sur plein d'autres trucs, peut-être un Discord Micard, etc., etc. Bref, plein de choses. Ah, c'est American Horror Story. J'ai pas vu, j'ai vu que les visuels qui sont sublimes. Mais il faudra que je m'y plonge dans cette série. Clairement, faut que je regarde. C'est vraiment. Ça a l'air d'être top. Ça a l'air d'être top. Bref, je vous dis à très vite. Merci encore pour cette belle soirée que vous m'avez offerte. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Et surtout, écrivez bien, amusez-vous bien. Et surtout, prenez soin de vous dans ces temps difficiles. Je te mets un pouce baissé. Cette vidéo va disparaître. Peut-être qu'elle ne sera pas en live, en fait. Elle ne sera peut-être pas en replay. Allez, bonne soirée à tous. Merci encore pour cette belle soirée. Et je suis ravie que Facebook m'ait laissé quand même parler jusqu'à la fin. Voilà. Bref, bye bye.